Bonsoir Christelle. Bonjour Tom. Nous arrivons au 54e CITREP et nous sommes le 26 août. Ouais. Alors, du fait de mon occupation importante cette semaine, je n'ai pas eu beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé dans le Donbass, donc je serai très attentif, encore plus que d'habitude, à ce que tu vas nous dire, qui a certainement des aspects probablement un peu inquiétants, j'imagine, parce que les choses ne se sont pas nécessairement calmées. Hein. Non, malgré la mise en place d'un nouveau cessez-le-feu dans la nuit du 24 au 25 août, donc le 25 août à minuit a commencé un nouveau cessez-le-feu. Bon, c'est un carnage, hein. Franchement, dire qu'il n'est pas respecté, c'est un euphémisme, n'est-ce pas? Ah bah. Même avant ça, donc durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 285 reprises, donc moins que la semaine passée, mais enfin ça reste très élevé quand même, au cours desquels 1744 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk ont été tirés. Donc je rappelle, artillerie, mortier, roquettes, il y a eu 20 roquettes tirées cette semaine, et chars d'assaut. On a trouvé d'ailleurs aussi cette semaine Staromykhailovka, on montrera la photo, d'un joli reste d'obus, qui a l'air d'être de l'obus anti-char, de très gros calibre, potentiellement de l'obus à écrasement, ou l'obus en tout cas qui s'est pas beaucoup fragmenté. Donc j'ai retrouvé un truc de 15 cm de diamètre, en acier, coupole en acier comme ça, au fond d'un cratère qui faisait 4 mètres de large. Ah oui, ah bah oui, oh purée. Voilà, donc on voit quand même qu'il ne tire pas du léger, hein. Là c'est l'artillerie très très lourde. Hein. Le nombre est en baisse par rapport à la semaine dernière, mais enfin ça reste très élevé, 1744 projectiles au-dessus du 82 mm pour le mortier et du 100 mm pour l'artillerie et le reste, ça reste énorme quand même. Durant les dernières 24 heures, donc malgré ce nouveau cessez-le-feu, il y a eu 29 violations du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne. Donc, comme on le voit, déjà même de toute façon la nuit même, de la mise en place du nouveau cessez-le-feu, après minuit, il y a déjà eu 5 bombardements pendant la nuit. Après minuit, et à 7h du matin, c'était le bataillon de Donbass, qui est installé à Marinka, qui s'est déchaîné sur le district de Petrovski. Ils ont même blessé un civil par balle, il s'est pris une balle, un monsieur de 61 ans qui a été envoyé à l'hôpital. Donc voilà, ça n'a même pas tenu quoi. Oui, et puis la soi-disant opération ATO, c'est-à-dire antiterroriste, c'est une grosse. C'est une opération de génocide surtout. Hein, voilà. C'est ignoble, hein, un mec de 61 ans qui est un civil, on voit pas bien ce qu'il y a de terroriste chez lui, hein, mais bon. Non, pas vraiment. Ces violations post-nouveau cessez-le-feu ont été enregistrées par les observateurs du Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu, hein, donc ça sort pas de notre esprit. Un sniper ukrainien a aussi tué un soldat de la RPD depuis le nouveau cessez-le-feu. Ah oui. Voilà. Et avant ce nouveau cessez-le-feu, on a eu un commandant de pompiers qui a été tué et 2 pompiers qui ont été blessés. Quand ce même bataillon de Donbass, putain de néo-nazis, désolé, ont tiré ouvertement, volontairement sur les pompiers qui étaient en train d'éteindre le feu, déclenché par leur bombardement précédent. Ils ont tiré délibérément au lance-grenades. Donc ils ont tué ce commandant et blessé 2 de ses hommes. Donc, méthode terroriste qui existe pareillement en Syrie. Pareil. On a eu moins de morts et de blessés que la semaine passée, mais enfin ça reste quand même effrayant surtout après le nouveau cessez-le-feu quand même, parce qu'après on a quand même un civil blessé et un soldat de RPD tué après le nouveau cessez-le-feu en 36 heures. Voilà, hein, voilà. Ça en dit long quand même sur le respect du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne. Ces bombardements ont aussi endommagé ou détruit 32 habitations en République populaire de Donetsk, qui sont plus que la semaine passée. La plupart, plus d'une vingtaine, l'ont été par le feu, comme à Spartak et à Zaïtsevo, où l'armée ukrainienne a massivement tiré avec des obus incendiaires et des munitions traçantes pour mettre le feu à ces villages. Une maison a brûlé ainsi à Spartak la nuit dernière. Donc, il y en a une de plus qui est venue se rajouter
au décompte de la semaine. Donc nous on a été à Zaïtsevo, Patrick Lancaster a été à Spartak après les bombardements du 20-21 août. C'est des scènes de désolation. C'est le feu à Zaïtsevo, c'est 8 maisons qui ont été touchées. Des champs entiers qui ont brûlé, des récoltes qui ont brûlé. C'est révoltant. C'est révoltant. C'est vraiment. On a interviewé une dame dont la maison a été touchée, celle de ses voisins a été complètement détruite. On mettra le lien. J'encourage nos auditeurs à aller la regarder. Elle dit très très bien les choses sur le fait que l'armée ukrainienne vise délibérément des civils, même quand il voit qu'elle est en train de guider sa vache, elle n'a pas d'armes et il lui tire dessus. C'est la méthode de terreur utilisée par l'armée américaine, de toute façon. Voilà. Donc, mais ça en dit long, et c'est intéressant parce qu'elle démonte un certain nombre on va dire, leitmotivs qui reviennent dans la propagande des poncifs ukrainienne, les poncifs sur l'invasion russe, où il n'y a pas de Russes ici, il n'y a pas d'équipement technique, nos gars ici se défendent avec des kalachnikovs, et elle démonte complètement la propagande de la télé ukrainienne. J'ai trouvé que elle était très passionnée cette madame. J'ai d'autres morceaux d'elle qui vont venir d'interview parce que elle nous a fait 14 minutes d'interview, on ne pouvait pas tout mettre en une fois, mais elle a des choses à dire sur les observateurs de l'OSCE aussi, très intéressantes. Oui, j'imagine, oui. Certainement qu'elle doit être très en colère d'ailleurs de ce point de vue. Très, très, elle était vraiment passionnée. Ceux qui verront la vidéo, ils vont voir. Pour une fois qu'elle voyait les journalistes, elle s'est lâchée là, madame. Tu sentais qu'elle avait beaucoup à dire et qu'il fallait que ça sorte, quoi. Cette semaine, les localités les plus touchées ont donc été les districts de Petrovski et Kievski à Donetsk, ainsi que les villages de Spartak, Zaïtsevo, Komintarnovo et Yelenovka. L'armée ukrainienne, donc, comme on peut le voir, semble bien décidée à détruire les habitations du Donbass par le feu. Ça a l'air d'être la nouvelle mode. Les soldats de la 72e brigade des forces armées ukrainiennes se distinguent dans cet art de tout faire brûler. Dans la nuit du 21 au 22 août, donc ils ont ainsi brûlé 6 maisons à Spartak. Dans la même nuit, c'est là où on a eu les 8 à Zaïtsevo. Donc en une nuit, tu avais 14 maisons. C'était vraiment la folie. Et des familles qui sont bien sûr et des familles qui se retrouvent. Heureusement pour beaucoup, à Zaïtsevo, c'était des maisons qui étaient abandonnées parce qu'elles étaient déjà endommagées. Mais à Spartak, pas forcément. Les tirs étaient ajustés à l'aide de drones. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'ils tiraient. Voilà. La DCA de la RPD a abattu ce drone, empêchant l'ennemi de poursuivre son œuvre de destruction. Les restes du drone ont été présentés par Edouard Bassourine hier. Un autre drone a été abattu le 24 août, alors qu'il aidait les soldats de la 59e brigade des forces armées ukrainiennes à ajuster leurs tirs sur le village de Lukovo. Bombardement durant lequel ils ont détruit 7 maisons. Voilà. L'une d'elles a même été touchée par 2 obus en même temps, qui ont blessé la maîtresse de maison. Donc elle a reçu plusieurs blessures par shrapnel. Cela a rappelé à Bassourine une phrase d'un membre ukrainien du CCCC. Donc il faut savoir qu'au sein du CCCC, il y a des officiers ukrainiens, des officiers russes et des officiers de RPD et de l'RPL. Et donc un des membres ukrainiens de ce truc-là avait déclaré que les soldats ukrainiens ne font pas de tir accidentel, les projectiles et obus atteignent toujours leur cible. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus là, je pense que... Ah non, c'est... Voilà, on se passe de commentaires. On finit par tout savoir sans même les forcer à le dire. Mais bon, mettre le feu, ça leur suffit pas, comme on a pu le voir, puisque les soldats ukrainiens essaient systématiquement d'empêcher les pompiers de faire leur travail et d'éteindre le feu. Donc c'est là qu'a eu lieu l'incident, le 20 août à Petrovski, quand les néo-nazis du bataillon de Donbass ont tiré sur ce district, et après l'arrivée des pompiers, ont visé ces derniers. Le lendemain, l'OSCE devait venir pour constater ce qui s'était passé. Ils ont de nouveau tiré dès 9h du matin pour empêcher l'OSCE de venir. C'est magnifique quand même. Les funérailles du commandant de pompiers ont eu lieu le 22 août en présence d'environ 200 personnes qui sont venues lui rendre hommage. Donc, ce serait quand même... Ce serait une pièce de théâtre comique s'il n'y avait pas tant de victimes, si ça c'est effrayant.
Le 20 août, on a eu aussi une tentative de percer les lignes de défense de la part de la 57e brigade des forces armées ukrainiennes, près de Jabounki, donc c'est pas loin de l'aéroport. L'armée de l'RPD a bien sûr répondu avec force, l'attaque a été repoussée. Les pertes côté ukrainien se sont élevées à 2 morts, 5 blessés et un véhicule blindé détruit. Il faut savoir qu'une bonne partie de ces pertes est due non seulement à l'incompétence des commandants qui ont lancé cette énième attaque débile, mais aussi à l'absence de soutien mutuel entre les unités. Donc la semaine d'avant, on avait eu un exemple semblable quand des unités de secteur droit avaient tenté de percer les lignes de la RPD. Les unités régulières de l'armée ukrainienne avaient refusé de leur fournir des tirs de couverture. Et hier, c'est l'inverse. Donc ce jour-là, c'était l'inverse. Le 20, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est les bataillons nationalistes qui ont refusé de fournir des tirs de soutien aux unités des forces armées ukrainiennes qui menaient l'attaque. D'accord. Alors, avec une armée aussi soudée, entre guillemets, de manière très ironique, je précise, ils espèrent réellement reconquérir le Donbass. Non, mais ça part en déconfiture complet. C'est-à-dire qu'effectivement, quand enfin, je dis quand, parce que si, ça me paraît peu probable qu'ils ne se contentent que des escarmouches. Ça sera forcément, là, vu comme c'est parti, il y aura forcément une attaque de beaucoup plus grande ampleur. Mais il y a un tel passif entre les unités ukrainiennes. Ils se battent déjà entre eux depuis très longtemps que c'est clair que je ne vois pas bien comment ils vont pouvoir coopérer sur le champ de bataille, ça va être magnifique. C'est clair, si ça se trouve, il y en a même qui vont retourner le feu contre les néo-nazis plutôt que sur... Comme ils l'ont déjà fait. Cette fois d'une manière beaucoup plus musclée, quoi. Donc, on a parlé de la nouvelle trêve qui vient d'entrer en vigueur le 25 août à minuit. La précédente n'était guère mieux respectée. Un bilan récapitulatif de ces 2 mois, parce que la trêve du pain a tenu 2 mois, du 26 juin au 24 juin au 24 août, pardon. D'accord. Et le bilan, il est sanglant quand même. Pour une trêve, on a eu 31 morts, dont 5 civils. Et 41 blessés, dont 21 civils. C'est énorme. Je veux dire, on est censé avoir un cessez-le-feu, quoi. Et besoin de preuves que la trêve, c'est une blague. Ouais, c'est clair. Le bilan en termes de destruction est tout aussi mauvais, avec 161 habitations endommagées ou détruites. Le nombre de projectiles tirés, c'est monstrueux. 900 obus d'artillerie, 222 et 152 mm. Sacré bilan, Et 8000 obus de mortiers, roquettes, obus de chars d'assaut. Sacré bilan, On est quasiment à 9000 en 2 mois. C'est effarant. Et c'était censé un cessez-le-feu, voilà. C'était censé être un cessez-le-feu. Je sais plus comment il faut appeler ça, moi. Hélas, on ne peut pas être surpris par un tel bilan. On ne peut pas. Non, surtout quand on voit ce que font les représentants ukrainiens du CCCC. N'est-ce pas qui servent de plus en plus d'instruments pour la mise en œuvre des plans criminels du commandement de l'opération antiterroriste, entre guillemets. Ainsi, le 22 août, les équipes de réparation devaient commencer la restauration d'une conduite d'eau des 2 côtés de la ligne de contact à proximité de la localité de Leninskoye, qui avait été endommagée par les bombardements des forces armées ukrainiennes. D'un commun accord, la sécurité des réparateurs était prévue par la présence de représentants de la mission de l'OSCE, de la Croix-Rouge, ainsi que des parties ukrainiennes et russes du CCCC. D'accord. À ton avis, qu'est-ce qu'ont fait les membres ukrainiens du CCCC ? Ils ont dû faire un truc ubuesque. Ils sont pas pointés de leur côté. Voilà. Ils ont saboté, faut appeler les choses par leur nom, ils ont saboté les travaux de réparation. Et donc la réparation de la section de la conduite d'eau n'a pu être effectuée que du côté de la RPD. Résultat, les habitants de Gorlovka ont dû passer plusieurs jours sans eau. Deuxième ville quand même de la RPD, en termes de taille. Tout ça peut-être pour accuser encore une fois la RPD d'avoir coupé l'eau, par exemple. Oui, puis ils participent aussi au fait de raconter n'importe quoi concernant les bombardements que ferait soi-disant la RPD sur le territoire ukrainien. Oui, voilà, c'est ça. Puisque il a été découvert que
du fait que les forces armées de l'RPD respectent strictement le régime de cessez-le-feu, ça complique un petit peu la mise en œuvre des plans du commandement de l'OAT, parce qu'ils veulent effectivement c'est une grande offensive, mais pour ça il leur faut quand même une justification. Donc ils ont du mal à l'obtenir, parce que nos gars ils rongent leur faim, mais ils respectent le cessez-le-feu. Résultat, les forces armées ukrainiennes recourent à une nouvelle tactique. Les fameux représentants ukrainiens du CCCC, sous la direction du quartier général de l'OAT, indiquent à un moment T que l'armée de la RPD aurait tiré sur le territoire temporairement occupé par Kiev. Et quelques minutes plus tard, les soldats ukrainiens tirent à coups d'artillerie sur les positions des unités de la RPD en disant que cet acte d'agression serait soi-disant un tir de représailles. Voilà. Et ils osent. Non, vraiment, il n'y a aucune limite au cynisme. Aucune. Vraiment... donc voilà, en plus des tirs qui sont déjà devenus banals, de telles provocations sont de plus en plus utilisées pour couvrir, entre autres, les actions de groupes subversifs et de reconnaissance, ainsi que des mouvements d'unités d'infanterie motorisées. Voilà à quoi servent les membres ukrainiens du CCCC, qui, je rappelle, est avec l'OSCE l'une des deux organisations censées garantir le respect du cessez-le-feu. Ouais. Voilà, s'ils servent à ça, vous pouvez les dégager. Ça ne sert à rien du tout. Oui. Si, de caution ou de justificatif, mais rien de plus. C'est une honte. Tout ça a lieu suite, malgré la rencontre qui a eu lieu entre Kurt Volker, donc je rappelle le représentant américain en Ukraine, qui est soi-disant chargé du dossier de la crise ukrainienne d'aider à résoudre le conflit dans le Donbass, n'est-ce pas ? Et Vladislav Surkov, qui est, je rappelle, l'un des principaux conseillers de Vladimir Poutine. Donc ils se sont rencontrés tous les deux le 21 août, mais malgré ça, la paix ne se profile toujours pas à l'horizon pour le Donbass. Il y a beaucoup de gens qui avaient été très optimistes, parce que les déclarations à l'issue de cette rencontre avaient été assez positives. En vrai, le Volker il est toujours sur la même ligne. Puisque même après sa rencontre avec Surkov, il a fait une déclaration pour la chaîne TV russe Dost, une chaîne d'opposition, que la Russie devait retirer ses troupes du Donbass, alors que je rappelle qu'elles n'y sont pas. Oui, ça. Voilà. Donc on voit bien que les USA continuent d'entretenir la rhétorique délirante de Kiev sur son agression russe imaginaire. Ça montre que les États-Unis encouragent l'Ukraine dans son délire rustophobe et son attitude belliqueuse. On a eu un défilé là, cette semaine des troupes de l'OTAN, entre autres américaines, britanniques, canadiennes et polonaises, ainsi que la présence de James Mattis, qui est quand même le secrétaire américain de la Défense, pour le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Oh, mais ça pue, ça. J'ai hésité à le mettre dans le pendant ce temps-là à Kiev, parce qu'appeler ça le jour d'indépendance, quand tu fais défiler des troupes de ce qui est en réalité tes patrons. Ouais. Je sais pas de quelle indépendance on parle, en fait. Ouais, mais c'est une vue d'esprit, là. C'est exactement. Ça montre clairement que l'Ukraine n'est plus qu'une colonie américaine, que les États-Unis veulent envoyer au charbon contre la Russie. Les déclarations de Mattis sont d'ailleurs tout aussi délirantes que celles de Volker. Il a déclaré que la Russie aurait accepté de retirer ses troupes et de respecter ses cessez-le-feu dans le Donbass. Allô, Houston, est-ce que vous pouvez arrêter de bouffer des chocolats Rochen quand vous vous trimballez en Ukraine? Ils ont été roulés sous les aisselles de membres de Pravi Sector et faits avec des ingrédients qui ont été récoltés dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Oui. Merci. Oui. Mais c'est n'importe quoi, là. Mais allô, quoi. Des plantes hallucinogènes. Je rappelle que la Russie n'est que garante des accords de Minsk et non partie prenante, qu'elle n'a donc pas de cessez-le-feu à respecter, et que la Russie a toujours dit et redit ce qui est un fait, les troupes russes ne sont pas présentes dans le Donbass, je le rappelle. Je suis sur place depuis bientôt 18 mois. J'ai jamais vu des troupes russes ici. J'ai parcouru le front depuis le sud, en face de Chirokino, jusqu'à Zaïtsevo et même jusqu'à Lugansk. Il n'y a pas une unité de l'armée russe ici. Arrêtez le délire. Arrêtez la drogue, c'est mal. Surtout que ça prend de la place. Je pense que depuis le temps, ils auraient dû sortir 2-3 photos satellites. On ne peut plus convaincante. En plus de 3 ans du conflit, je rappelle que les États-Unis n'ont jamais apporté la preuve de la présence des troupes russes dans le Donbass. Oui. Je vois mal comment la Russie pourrait annoncer retirer des troupes qui se trouvent même pas là. C'est n'importe quoi. C'est clair.
c'est comment c'était quoi? C'est la menace fantôme, hein, c'était ça le nom d'un des oui, tout à fait. Star Wars, c'est ça, c'est les trucs fantômes. Oui, absolument. Bref. Mais bon, Mattis a fait une déclaration sur les 175 millions de dollars d'aide militaire que les États-Unis veulent fournir à l'Ukraine. Il a aussi déclaré qu'il veut pousser le gouvernement américain à fournir des armes létales à Kiev. On voit clairement qu'ils sont en train d'encourager Poroshenko à tenir de nouveau des discours belliqueux. Hein, ils ont refait un truc genre il promettait que l'Ukraine allait repousser l'agresseur si ce dernier tentait une offensive. Bon, je rappelle que le seul agresseur dans le Donbass, c'est l'armée ukrainienne. Hein, et les seuls qui font des offensives et qui se font repousser, c'est aussi l'armée ukrainienne. Voilà. La preuve, on l'a encore mis une peignée la semaine passée. Voilà, mais quand on peut voir ce qui a eu lieu à Kiev, c'est effectivement un très mauvais signal. Hein, ce défilé des troupes de l'OTAN à Kiev. Oui. On voit que là, au lieu de freiner Kiev, Washington l'encourage dans son délire agressif. Ce qui fait craindre beaucoup une reprise rapide des hostilités dans le Donbass. D'ailleurs, elle est tellement encouragée dans son délire que là, il pète complètement un câble. Mais alors complètement. Kiev. Ils ont dû faire une overdose de chocolat Rochen fourré à la marijuana de Tchernobyl. J'ai hésité à le mettre... je l'ai mis dans la situation politique, pas pendant ce temps-là à Kiev, mais ça aurait pu. C'est l'ex-président ukrainien, ce cher Leonid Kravchuk, qui nous a sorti un truc, c'est délirant. Puisqu'il a proposé ni plus ni moins que d'exclure la République populaire de Donetsk, la République de Lugansk des négociations à Minsk, et de sortir la Russie du processus de Minsk. Oh, bah rien que ça. Mais alors, on négocie avec qui, alors? Hein? Avec le poulet rôti avec du la dimanche? France et l'Allemagne. Voilà. C'est un nouvel mode de négociation pour résoudre un conflit. T'exclus une des deux parties du conflit des discussions. Bon, je sais pas, voilà, c'est un peu... Voilà. Donc, je rappelle que les accords de Minsk sont quand même la seule solution pacifique pour résoudre le conflit dans le Donbass. Et comment? Donc, le message, pour moi, est quand même très clair, c'est qu'en gros, ils ont décidé de résoudre ça par la guerre, et puis... Oui, c'est très net. Fuck les accords de Minsk, quoi. C'est ça. Donc, je vais citer ce monsieur, parce que c'est quand même... c'est quand même assez épique. Il dit, je cite, le processus de Minsk peut être abandonné. Il doit être complètement modifié, élargi, et les pouvoirs et compositions des participants doivent être changés. Ni la RPD ni les RPL ne devraient y être. Tant qu'ils y participent, la Russie dit qu'une guerre civile a lieu chez nous. Petit aparté personnel, c'est effectivement le cas. Oui. Hein, c'est une guerre civile, ici. Vous n'êtes pas en guerre contre la Russie. Sinon, ça serait terminé depuis belle lurette. C'est clair. Donc, je reprends la citation. Nous devons retirer à la Russie la plateforme légale de Minsk pour qu'elle ne puisse pas utiliser le processus de Minsk contre l'Ukraine. Ah oui. Bon. Alexandre Zakharchenko a répondu tout de suite, parce que c'est tellement délirant que... Ah bah là, il faut... Ouais. Et dans son style habituel. Donc, je suis désolée, la citation va être un petit peu longue. Oui. Mais j'apprécie le style, donc voilà, je tiens à vous faire profiter tout le monde. Donc, je cite Alexandre Zakharchenko. La proposition que Kravchuk a faite sur l'exclusion de l'RPD et de l'RPL du processus de Minsk est au-delà du bon sens. Néanmoins, la partie ukrainienne commet souvent cette erreur. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Il y a un conflit armé provoqué par Kiev dans le Donbass, c'est-à-dire que le conflit a deux parties. L'Ukraine d'un côté et la RPD et la RPL de l'autre. Il y a des médiateurs internationaux dont la tâche est d'aider les deux parties du conflit à le résoudre. La Russie, l'Allemagne, la France et l'OSCE. Il y a l'accord des deux parties pour résoudre le conflit avec l'aide des médiateurs. C'est le processus de Minsk. Et il y a une plateforme dans laquelle cette résolution du conflit est discutée, c'est les groupes de contact à Minsk. C'est ça la logique de la résolution du conflit. Et qu'est-ce que la proposition de Kravchuk envisage? L'exclusion de l'une des parties du processus de résolution du conflit entre les deux parties. Eh bien, c'est une absurdité. Oui. Mais ils en sont pas après, hein. Non. Kravchuk me rappelle le personnage de Georgi Vitsine dans le film Opération Y, qui retire les pots inférieurs de la pyramide de pots de chambre, provoquant l'effondrement de la pyramide. J'ai dit à plusieurs reprises que le processus de Minsk pourrait être changé seulement si cela va vers une plus grande efficacité. Par exemple, le convertir au format 2+3 ou plus, où deux sont les parties du conflit, c'est-à-dire l'Ukraine et la RPD et la RPL, et 3 sont les intermédiaires, c'est-à-dire la Russie, l'Allemagne et la France. Le nombre d'intermédiaires pourrait être augmenté, si cela est considéré comme opportun. Par exemple, 2+5. Comme cela a été fait à l'époque pour résoudre le conflit transnistrien. Mais ça doit être une solution commune, décidée par l'ensemble des participants actuels au processus de résolution. À la fin, si vous imaginez dans un mauvais rêve que Donetsk et Lugansk sont exclus du processus de résolution, alors avec qui l'Ukraine est-elle en conflit?
qui est la deuxième partie? La Russie. Est-ce que Kiev est prête à reconnaître officiellement cela et à déclarer ainsi la guerre à la Russie? Non, bien sûr, le régime de Kiev n'a pas les tripes, les couilles de déclarer la guerre à la Russie. Il ne ferait que la déclarer le matin et se rendrait le soir en comptant sur le fait que la Russie résoudra tous les problèmes de l'Ukraine. Voilà. Donc lui, c'est le terme de trip, mais effectivement on pourrait traduire, vu le style habituel de Zakharchenko, par le fait qu'ils n'ont pas les couilles. C'est pour la version écrite, je suis resté poli, mais c'est en gros ça l'idée. D'ailleurs, pour le Zakharchenko, il pense que l'Ukraine déclenchera les hostilités dans le Donbass dès qu'elle recevra des armes létales de la part des États-Unis de manière officielle, c'est-à-dire pas comme le petit contrat là. Oui. Mais et puis les ordres surtout, parce que. Et puis les ordres, mais je pense que les ordres il les a reçus, parce que quand on voit le petit discours post-passage de Matisse à Kiev. Oui, c'est il a reçu le les vert, ordres. hein, ça sent le vert, voilà. C'est clair. Pendant ce temps-là à Kiev, on change un peu. C'est pas pour qui cette semaine. Oh, c'est dommage. Non, faut changer un peu. Il y en a marre. Oui, mais c'est-à-dire qu'il en a marre aussi. Il fait toujours la vedette dans notre rubrique là. Donc, faut changer un peu la guest star. Donc, c'est Pavel Klimkin, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui nous a offert un grand moment de rire. Donc, faut savoir que Kiev a été classé dans les 10 pires villes du monde où vivre. Ah oui, ça m'étonne pas. Ouais. Hein? C'est tu sais qu'on s'appelle l'Eurovision, là. L'Eurovision, le concours, ils avaient volé les lettres. Enfin, il y a eu toute la bénisse. Donc, ça a engendré, bien entendu, une réaction de ce cher Klimkin en tant que ministre des Affaires étrangères. Donc, sur son Twitter, il a écrit que c'était pas juste que Kiev soit aussi mal classé. Donc, je le cite. Parfois, les classements sont loin de la réalité. J'aime Kiev et je pense que la ville a été injustement classée à la 131e place de la liste de The Economist. Pour moi, comme pour beaucoup de gens en Ukraine et à l'étranger aujourd'hui, Kiev est un nouveau Berlin, elle est sauvage et libre. Oui, sauvage surtout, oui. Puis pas dans le bon sens. Hein. Un nouveau Berlin, ouais. En fait, ça tient si on compare ça à Kiev, à Berlin post-mai 1945, en fait. Ouais. Hein, voilà. Je pense que c'est à peu près dans le même état de délabrement que Berlin après la victoire de l'armée rouge, quoi. Oui. Un tas de ruines. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de bâtiments qui restent encore debout, mais... C'est le seul point où on peut comparer les deux villes, hein, parce que pour le reste... Je sais vraiment pas ce qu'ils consomment. Je voudrais l'adresse de leur dealer parce que c'est de la super bonne. C'est du cannabis cultivé à proximité de Tchernobyl, dans la zone interdite, hein, c'est sûr. Hein. La manite tue-mouche qui vient du même coin, je sais pas. Mais... ils ont fait un mélange. Peut-être, ouais. Ils voulaient faire des tests. Non, mais allô, quoi. Non, mais Kiev qui est le nouveau Berlin, quoi. Oui, c'est comment s'étonner maintenant. Il va falloir qu'il fasse très très fort quand même pour recommencer à nous étonner. Hein. Ils vont bien finir encore par attribuer à l'Ukraine, je sais pas quel autre artiste russe. Tous. Ah non, mais allons-y gaiement, je veux dire, pourquoi pas, je veux dire, tout est possible, hein. C'est n'importe quoi. Donc voilà la situation, donc on voit le nouveau cessez-le-feu, à peine 36 heures après son entrée en vigueur, on a déjà près d'une trentaine de violations du cessez-le-feu en 24 heures. C'est pas bon signe. La rentrée des classes va avoir lieu ici le 1er septembre, et je pense que ça va être une rentrée des classes dangereuse, sous tension. Surtout avec un défilé des troupes de l'OTAN en présence de Matisse. Non, c'est un message très net, très clair. C'est un message très clair et je pense que ça va mal se terminer. Oui. Donc puis surtout cette méthode maintenant d'incendier les maisons, d'empêcher les pompiers de faire leur travail. C'est vraiment la technique de terre brûlée, quoi. Ça veut vraiment dire qu'ils n'en ont rien à faire. C'est même pire que ça veut dire qu'ils en ont rien à faire de la population qui est ici. Ah oui. Comme les terroristes. Effectivement, ils sont absolument pas ici pour libérer les gens d'une soi-disant agression russe. Non, c'est clair. C'est typiquement des comportements, des méthodes de terroristes. Ouais. C'est tout, puisque on voit la même chose en Syrie. Ils font la même chose. Bon, on dira rien de plus sur le sponsor commun, mais tu vois quoi. Même sponsor, même méthode. Même méthode.
Donc là, c'est plutôt mal parti quand même, parce que bon, la trêve du pain, on avait quand même bien chuté durant les premiers jours de la trêve. Là, c'est quand même mal parti. C'est quand même très très mal parti. Donc, situation surveillée de très très près. Oui. Là, on mène beaucoup d'actions humanitaires juste avant la rentrée pour les enfants qui vivent sur la ligne de front. On leur apporte des cahiers, des cartables, des stylos, des feutres, des crayons. Ce qu'il leur faut pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Puisque, contrairement à ce qu'avait promis Poroshenko, je le rappelle, non, les enfants du Donbass ne vivent pas dans les caves, ils vont à l'école. Malgré les bombardements, malgré la terreur, ils y vont à l'école. Et ils continueront à y aller. Donc là, c'est vrai qu'on est beaucoup sur le front. Donc on voit vraiment l'étendue des destructions des derniers jours. C'est quand même très mauvais. Donc j'espère quand même que ça va se calmer avant que le 1er septembre soit quand même relativement calme. C'est quand même bien que les enfants fassent une rentrée dans de bonnes conditions. Pas comme en 2014 où elle avait été sanglante. Et là, donc, c'est une partie de l'armée ukrainienne, enfin en tout cas celle avec les bras tendus, avec des crampes au bras droit, hein, donc elle, par contre, cette partie-là, elle n'entend pas justement dire oh ben non, on va faire une petite trêve, hein. Non, au contraire. Hein. Vraiment. Donc là, je sens que c'est plutôt mal parti. Donc situation à surveiller. J'espère qu'on va quand même avoir une chute avant le 1er septembre quand même, que les enfants puissent faire leur rentrée. Mais je suis pas très optimiste. Donc voilà, on va surveiller tout ça et puis on tiendra nos auditeurs informés, bien entendu. Comme d'habitude. Voilà, donc je te dis, normalement à la semaine prochaine, je l'espère seulement, mais pas avant. Voilà. Ok. En tout cas, merci Christelle de nous donner ces informations qui permettent de suivre ce qui se passe et de sortir de l'anonymat les actes criminels de l'armée ukrainienne contre les civils du Donbass. Parce que sinon, ça faciliterait d'autant plus. Ils continuent de vivre. D'ailleurs, aujourd'hui, puisque c'est ce week-end, a lieu la journée des mineurs, puisque ici, c'est une terre de mineurs. Et on a eu aujourd'hui un tournoi international de combat MMA qui a vu la victoire très symbolique et très forte d'un enfant du pays, Nikita Krylov, qui combat actuellement en Russie, et qui a vaincu son opposant qui était un combattant qui venait de Croatie. Donc malgré la guerre, malgré le blocus, il y a des combattants de renommée internationale qui viennent ici pour fêter la journée des mineurs, pour fêter ce qui est tout un symbole de la République populaire de Donetsk. Ben oui. Et donc Nikita était très très fier d'avoir gagné. Et il faut savoir que le surnom de Nikita Krylov, c'est le mineur, en l'honneur du fait qu'il est né dans le Donbass. Il est né dans le Donbass. Et donc c'était tout un symbole très très fort, cette victoire ce soir. Le stade olympique, l'Olimpijski, qui est à Donetsk, était vraiment pas mal rempli quand même. Et les gens étaient vraiment très enthousiastes pour ce match. Et malgré la guerre, les gens ils continuent à vivre. Et ça a été un très très beau moment où les gens ont pu oublier un peu la guerre pendant une soirée et assister à un tournoi d'envergure internationale avec des sportifs qui n'ont pas eu peur de risquer des sanctions, parce qu'on ne sait pas pour ceux, là on trouve le combattant croate, moi je suis un peu inquiète quand même pour lui quand il va rentrer chez lui. Potentiellement il risque des sanctions ou des sanctions sportives après ça, parce que ça va être considéré par Kiev bien entendu comme une venue illégale dans le Donbass, comme quand les gens vont en Crimée. Donc on voit qu'il y a des gens qui ont le courage pour l'amour du sport de prendre ce genre de risque. Donc, bravo à tous les combattants qui sont venus de l'étranger pour cette compétition, pour participer à cette compétition qui a été vraiment très très belle et qui a offert un peu de rêve et de bonheur aux gens du Donbass qui étaient venus pour assister à ces matchs, y compris, je crois, plus d'1 millier de personnes qui étaient venues depuis les zones du Donbass qui sont occupées par Kiev. D'accord, ah oui, en effet. Donc il y a eu quand même des gens qui sont
qui ont fait cet effort de venir depuis l'autre côté pour venir assister à ces combats. Donc c'était un très très beau truc. Donc j'ai fait des vidéos, donc ça viendra bientôt. Voilà. Donc, les gens pourront voir un petit peu ce qui se fait ici, de plus positif que, on va dire, la guerre et les bombardements. Ouais, bah oui. Et pour montrer qu'ici, il y a vraiment une société qui se construit, un État qui avance bien, et on commence à avoir même des compétitions internationales. C'est quand même pas mal, je trouve, pour un petit État qui a, allez, 3 ans et demi d'existence. Ouais. C'est énorme. Toujours sous les bombes. Toujours sous les bombes. Mais et toujours soumis au blocus économique, informationnel, médiatique, blocus énergétique, etc. Donc c'est vraiment un très beau championnat, et le vainqueur a tenu à remercier entre autres le chef de l'État qui était là. Alexandre Zakharchenko était là pour assister au match de Krylov, et donc a tenu à le féliciter, et il y a eu des remerciements adressés au chef de l'État pour avoir organisé ce championnat, avoir permis que ça ait lieu. D'accord. Voilà. Donc je dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Christelle. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. De rien, au revoir.